Alors, bonjour à tous, bienvenue sur le cycle de webinaire du projet fédérateur Infrastructure et Transition énergétique de l'Université Gustave Eiffel. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Nicolas Anto de l'Université de Nantes. Donc, il est professeur en sciences de gestion à l'IAE de Nantes. Il est spécialiste des questions de comptabilité pour le développement durable. Et puis, il travaille notamment également sur les business models ou les modèles d'affaires en économie circulaire avec les étudiants au niveau de ses enseignements et puis aussi les professionnels. Voilà, je le laisserai peut-être se présenter plus en détail. Si tu souhaites, Nicolas, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup. Déjà, effectivement, je dirais quelques éléments de plus sur moi-même au moment de l'introduction. Mais déjà, merci à vous pour votre présence. Bienvenue. Je vais essayer de parler suffisamment fort pour que le son soit clair pour tout le monde. Et donc, je vais vous faire aujourd'hui une présentation sur la notion de retour sur investissement énergétique, avec un petit état des lieux et des analogies avec la notion de retour sur investissement financier. Alors justement, en introduction, je dirais quelques mots sur les raisons pour lesquelles j'ai proposé ce sujet. Et puis, dans une première partie, je passerai en revue avec vous quelques éléments de contexte et un peu d'histoire sur les raisons pour lesquelles, effectivement, l'énergie a été relativement ignorée par les économistes, malgré quelques tentatives pionnières. Je dirais qui est à l'origine du concept de retour sur investissement énergétique ou Energy Return on Investment. On fera ensuite un petit état des lieux sur le retour sur investissement énergétique. Qu'est-ce que c'est? De quel périmètre on parle? Quels sont les niveaux que l'on recherche? Comment est-ce qu'on calcule les quantités d'énergie? Ce sera une revue très rapide, mais je donnerai quelques pistes. Et on passera en revue ensemble quelques résultats de calcul pour ensuite se demander quelle analogie on peut faire avec la notion de retour sur investissement en finance. Et puis on conclura. Vous voyez que j'ai un titre de conclusion qui n'est pas très optimiste, mais voilà, vous verrez où je veux en venir. Alors en introduction, effectivement, comme l'avait dit Anne Ventura, je suis professeur en sciences de gestion. J'enseigne beaucoup des cours de comptabilité, de contrôle de gestion, de calcul de coûts. Et en même temps, effectivement, ma recherche, c'est la comptabilité pour le développement durable, c'est-à-dire finalement si on se représente la comptabilité comme étant l'acte de compter, au sens propre du terme, hein, C-O-M-P-T-E-R, mais aussi l'acte de compter, de raconter, de rendre des comptes. Eh bien, la comptabilité pour le développement durable, elle va étendre, on va dire, le périmètre d'action habituel de la comptabilité, où on enregistre des transactions financières dans des logiciels qui tiennent compte finalement de l'impact de ces transactions sur la situation financière d'une entreprise, donc un périmètre juridique restreint, des mesures qui ne se limitent que à des transactions qui ont un impact sur une situation financière de l'entreprise selon des règles précises. Et la comptabilité pour le développement durable, elle vise à étendre ce qui est mesuré, à s'intéresser à des flux physiques, à s'intéresser à l'interprétation de ces flux en termes d'impact sur l'environnement. Elle vise à étendre les publics auxquels on rend des comptes. Et puis, je suis, au hasard de mes travaux, tombé quelquefois sur des travaux effectivement en économie énergétique et sur la notion de retour sur investissement énergétique. Et j'y ai repensé cette année. Pour remplacer une collègue, je me suis vu attribuer un cours de décision d'investissement. Je ne suis pas financier, je suis plutôt comptable, même si de loin ça pourrait être la même chose pour vous dans d'autres disciplines. Et donc, je me suis réintéressé aux fondamentaux de la finance, qui s'appuie beaucoup sur la science économique. Et je me suis dit, mais tiens, il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire. Si jamais je voulais introduire dans mon cours l'année prochaine quelque chose sur le retour sur investissement, mais avec un autre regard qui est celui de l'énergie,
qu'est-ce que ça pourrait donner, quel est l'état des lieux sur ce sujet, quelles sont les comparaisons possibles. Et donc, en curieux, en chercheur spécialisé en comptabilité, je me suis intéressé à ces sujets-là et je partage aujourd'hui avec vous l'état des lieux et là où j'en suis arrivé de mes questionnements. Donc voilà un peu pour l'introduction, les raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous proposer ce sujet. Suivante. Et on va commencer d'abord par un peu d'histoire. On va voir qu'il y a quand même un énorme problème qui vient de la science économique, qui fait que finalement l'énergie a très peu de poids dans la réflexion économique. Il y a eu quelques tentatives pionnières, je parlerai d'une d'entre elles, et que finalement l'origine du concept de retour sur investissement énergétique n'a pas du tout été proposée par un économiste, mais par un chercheur en écologie qui s'intéressait à la migration de certaines espèces de poissons en Caroline du Nord aux États-Unis. Vous voyez, on est loin de la finance, et tout ça, on va justement le découvrir. Alors, quand je dis que le problème vient de l'économie, eh bien, c'est que finalement, si on regarde l'histoire sur le temps long, aller sur 3000 ou 4000 ans, ça fait 3 siècles que nous avons entamé la sortie de l'humanité ou des sociétés humaines des énergies renouvelables. Ça fait 3 siècles qu'on est en plein dans une économie qui s'est développée de manière inimaginable dans l'histoire humaine en s'appuyant sur des ressources fossiles. Et en fait, les économistes, avec la révolution industrielle, se sont totalement affranchis de la contrainte de la disponibilité en ressources naturelles. La science économique, elle se définit comme étant la science de la répartition des ressources rares à des fins alternatives. C'est une définition proposée par un prix Nobel d'économie. Et on voyait Jean-Baptiste Say, qui, au début du XIXe siècle, écrivait dans son traité d'économie politique « Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées, ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Donc, première erreur fondamentale de la science économique au moment où elle se développe au XIXe siècle comme étant une science très mathématique, qui s'inspire des autres sciences dites dures qu'elle veut imiter par son degré de précision et son formalisme, la contrainte biophysique, la contrainte énergétique disparaît et peut-être certainement parce que ça correspond à l'esprit de l'époque, on ne voit pas la disponibilité en ressources naturelles comme étant une contrainte et comme étant effectivement un élément que doit intégrer l'analyse économique. Et bien que l'évidence se soit imposée comme il est nécessaire de prendre en compte effectivement la question de la disponibilité en ressources naturelles, on voit toujours un raisonnement économique qui cherche à s'en affranchir. Et finalement, dans les revues économiques très cotées, une quantité négligeable de publications qui s'intéressent à des questions d'environnement et notamment au changement climatique. Alors, tout ça, historiquement, ça fait que l'énergie a peu de poids dans la réflexion économique et que des réalités très pratiques viennent nous le rappeler. Alors Jean-Marc Jancovici, qui fait beaucoup de conférences, expliquait que le travail manuel d'un terrassier, ça peut s'estimer comme correspondant à 0,15 kWh d'énergie dans la journée. C'est-à-dire que si ce terrassier travaille 200 jours dans l'année, on peut compter sur sa capacité à produire une énergie de 10 kWh par an. Et eh bien, s'il est payé au SMIC, c'est un coût marginal du kilowattheure, c'est-à-dire c'est vraiment, je ne compte pas ici l'énergie qu'il a fallu pour élever, éduquer, former ce terrassier. Je prends uniquement le coût
marginal du travail, eh bien, on a un coût marginal du kilowattheure qui est de 2 000 € le kilowattheure à quelques milliers d'euros selon le niveau de salaire dans un pays comme la France. Par comparaison, un litre d'essence, l'essence est chère, nous dit-on, 1,5 € le litre. C'est ça qui a déclenché effectivement, notamment les manifestations des Gilets jaunes. Eh bien, Jean-Marc Jancovici nous dit qu'un litre d'essence, c'est 10 kWh d'énergie thermique, que ça représente de 2 à 4 kWh d'énergie mécanique, et donc finalement qu'un litre d'essence, ça représente de 20 à 40 jours de travail humain. Et que, eh bien, si on met ça effectivement dans une machine qui va produire un travail de terrassement, sans tenir compte du coût de la machine, on est en coût marginal, comme pour le travail manuel d'un terrassier, on a un coût marginal du kilowattheure qui est compris entre 0,75 à 0,37 € le kilowattheure. Donc on voit bien que notre prospérité économique, toute la croissance économique et le pouvoir d'achat qu'on a pu donner aux populations vient du fait que l'énergie fossile nous rend un service inestimable à un coût considéré comme, d'un point de vue économique, parfaitement négligeable. Donc finalement, l'énergie est une suffisamment petite facture pour que cela ne soit pas présent à notre esprit. Alors, récemment, j'ai fait un bilan carbone dans lequel on me demandait alors le nombre de kilowattheures, je ne le connaissais pas par cœur, et puis à défaut le montant de ma facture d'électricité et ma facture de gaz, et je dois avouer que je ne l'avais pas en tête. J'étais obligé d'aller chercher dans mes archives. Pourtant, je suis capable de vous dire le montant des crédits que je rembourse, je suis capable de vous citer un certain nombre de dépenses, mais ma facture d'électricité ou de gaz, je n'avais pas ça en tête. Finalement, je m'aperçois que ça représente un pourcentage des dépenses du ménage auquel j'appartiens qui est suffisamment négligeable pour que je ne l'ai pas en tête. Et de manière générale, quand on regarde ce que représentent les achats d'énergie dans l'activité économique, les achats de pétrole, ça doit être 3% du PIB mondial. Et les économistes qui s'intéressent aux questions d'énergie, notamment Charles Hall, qui est à l'origine du concept de retour sur investissement énergétique, il n'est pas économiste à la base, il est économiste énergétique auto-formé, eh bien, lui dit que tant que les achats d'énergie représentent moins de 5% du produit intérieur brut mondial, eh bien, c'est la condition pour qu'une économie puisse être prospère et en croissance. Justement, le problème, c'est que l'énergie, c'est à la fois un coût négligeable, c'est pas grand-chose dans la réflexion économique, et finalement, ignorer notre dépendance à l'énergie pour le bon fonctionnement de l'économie, c'est effectivement source de difficultés à venir. Et l'économie, la science économique, qui s'intéresse effectivement à tout ce qui est création et partage de la valeur, parce que l'énergie représente une valeur finalement assez faible, a fait peu de cas des fondamentaux biophysiques, des fondations biophysiques de la manière dont les économies à l'échelle mondiale dépendent de l'approvisionnement en énergie. Et en fait, ce que disent de nombreuses statistiques, c'est que le prix des services liés à l'énergie, y compris les gains d'efficacité énergétique, a plutôt eu tendance à baisser, y compris depuis le début du XXIe siècle. Le coût de l'énergie, tel qu'il est mesuré par différents indicateurs économiques, a baissé. Et ce que montrent d'autres statistiques pourtant, c'est que, eh bien, si on prend effectivement l'évolution de la consommation d'énergie mondiale en dollars et que l'on la compare à l'évolution du produit intérieur brut mondial
en dollars de 2010 et qu'on fait un historique de 1965 à 2016, mais on voit effectivement qu'il y a une parfaite corrélation entre la progression de la consommation d'énergie et l'évolution de la richesse économique mondiale. Donc, nous avons... Oui, on reviendra aux questions sur... oui, bien sûr, je parlais bien de coût marginal hein, quand je parlais de du travail de terrassement, et pour l'humain et pour la machine. Donc, une science économique qui s'intéresse relativement peu aux questions énergétiques, mais pourtant une économie dont la croissance va de pair avec la croissance de la consommation d'énergie. Alors, ça serait faux de dire effectivement que les économistes se sont complètement désintéressés des questions d'énergie, mais les économistes qui s'y sont intéressés ont souvent été des gens soit qui n'étaient pas économistes de formation, soit qui ont été relativement marginaux dans le domaine de la science économique, à quelques exceptions près, comme par exemple Nicolas Georgescu-Roegen, qui est un économiste d'origine roumaine, qui a commencé une carrière d'économiste très classique, et à un moment donné, effectivement, qui s'est intéressé au lien entre l'économie ou la science économique, au sens classique du terme, et les fondations biophysiques de l'économie. Dans ces quelques tentatives pionnières, moi j'ai sélectionné celle de Sergueï Podolinsky, qui est un économiste marxiste et qui a été un pionnier de l'économie énergétique. En 1870, alors qu'il vivait en France, il s'est beaucoup intéressé effectivement aux fondements énergétiques du fonctionnement des sociétés et des économies humaines. Et avec les connaissances scientifiques de l'époque, il en était arrivé à la conclusion que pour produire une calorie de travail, un homme doit consommer 10 calories en moyenne. Ou plutôt que sur 10 calories consommées, eh bien, il y avait une calorie qui pouvait être effectivement transformée en travail. Et donc pour lui, toute activité économique viable eh bien, devait se mesurer à travers le travail humain et le travail des animaux de trait. Tout travail humain qui, en dépensant une calorie, permet d'en produire plus de 10, est viable d'un point de vue économique et que ça devait être pour lui la première condition de détermination de la viabilité d'une activité économique. Donc il a fait des études sur la culture du blé, et puis il a fait des études comparatives sur le pâturage naturel et le pâturage ensemencé en France en 1870, et il a commencé à publier ses travaux. Et il a essayé de rentrer en contact avec Marx notamment, pour essayer de le convaincre que ses travaux permettaient de réconcilier son analyse marxiste de l'économie avec, on va dire, les fondations énergétiques du fonctionnement des économies humaines. Et on va dire que ces tentatives, effectivement, d'entrer en contact avec Marx et Engels se sont soldées par un échec parce que Marx ne voulait pas remplacer la domination d'une classe sociale qui était les travailleurs par une autre classe sociale humaine, par d'autres formes de domination, y compris effectivement des dominations qui seraient exercées sur les sociétés humaines par des formes de dépendance ou de contraintes qui seraient liées à la disponibilité en ressources naturelles. Donc quand bien même les travaux de Sergueï Podolinsky ont été fondateurs, quand bien même il y a eu un raisonnement qui était tout à fait dans la préfiguration de ce qui se fait aujourd'hui par des économistes spécialisés dans l'économie énergétique, eh bien, ces travaux ont été largement laissés de côté et ignorés et redécouverts assez tardivement. Alors, à l'origine du concept de Energy Return on Investment, de taux de rentabilité, de retour sur investissement énergétique, eh bien, il y a effectivement un écologiste, Charles Hall, un Américain,
qui avait un certain Odum comme directeur de thèse et qui a travaillé sur un phénomène qui l'avait étonné, des poissons d'eau douce en Caroline du Nord, aux États-Unis, qui avaient une activité migratoire là où, on va dire, les connaissances de l'époque disaient qu'il y avait quelque chose de pas très logique. Et Charles Hall a eu l'intuition, en fait, de mesurer une quantité d'énergie disponible dans différents écosystèmes qui étaient tout au long de plusieurs rivières d'eau douce. Et il a réussi à expliquer effectivement que ces poissons d'eau douce avaient une activité de migration parce qu'au premier stade de leur vie, en pleine croissance, ils profitaient de la très grande productivité de certains écosystèmes liés à des rivières en Caroline du Nord, et que à des stades plus avancés de leur vie de poisson, ils redescendaient vers des écosystèmes plus stables et mais moins productifs. Et ils montraient que cette énergie dépensée en migration, eh bien pour une calorie d'énergie dépensée en migration, les poissons pouvaient espérer avoir un rendement, entre guillemets, de 4 calories issues de cette activité de migration. Et finalement, il a réussi à produire une explication du phénomène de migration de ces poissons en ayant une analyse énergétique du phénomène. Alors de là, à s'intéresser aux énergies fossiles, il y a un pas que certains n'auraient pas franchi, mais lui, effectivement, l'a fait. Et ça l'a amené, effectivement, à s'intéresser aux consommations d'énergie des sociétés humaines et à la quantité d'énergie qu'il était nécessaire de dépenser pour acquérir l'énergie dont on avait besoin. Et c'est là qu'il en est arrivé au concept d'energy return on investment, c'est-à-dire de retour sur investissement énergétique. Donc dans cette deuxième partie, je vais vous proposer une définition d'un certain nombre de concepts qui sont liés à l'energy return on investment. On abordera ensuite les différents périmètres qui expliquent souvent d'ailleurs que les calculs de retour sur investissement énergétique varient d'une étude à l'autre. Ensuite, on évoquera la question du niveau de retour sur investissement énergétique qu'il faut rechercher. Quelques indications ensuite sur ce qui est utilisé par Charles Hall et ses co-auteurs pour estimer les quantités d'énergie. Et puis on passera ensemble en revue quelques résultats de calcul. Alors le Energy Return on Investment, c'est un gain d'énergie, c'est-à-dire qu'on peut le concevoir comme étant la différence entre l'énergie consommable et l'énergie qu'on a dépensée pour acquérir cette énergie. On peut le calculer sous forme de ratio, et c'est là qu'on a le EROI, le Energy Return on Investment, comme étant un ratio entre l'énergie qui est fournie et l'énergie requise pour fournir cette énergie. Et on peut aussi raisonner en délai de récupération, payback times, c'est-à-dire le temps qui est requis, par exemple, pour un système d'énergie renouvelable, pour générer la même quantité d'énergie qui a été nécessaire pour sa création, sa maintenance et la gestion de fin de vie du système. J'ai un camion qui passe sous mes portes qui fait un boucan d'enfer, j'espère que vous ne l'entendez pas. Les joies du travail à domicile. Alors, bien entendu, dans les études existantes, il y a quand même des variations extrêmement importantes dans les calculs de EROI. Et Charles Hall, notamment, qui a mis à jour et qui a, on va dire, popularisé cette conception du EROI, a essayé de mettre les choses à plat dans un gros travail comparatif où il a montré que finalement les différences dans les résultats provenaient souvent
de différences de périmètre qui n'étaient pas suffisamment explicitées dans les études existantes. Donc, il a essayé de mettre un peu au clair ces questions de périmètre et de proposer différents indicateurs de ROI. Alors, il y a ce que lui appelle le iROI standard, c'est-à-dire que on a le pétrole, par exemple, qui est disponible sous terre, et on va calculer un iROI standard qui va être celui de l'extraction du pétrole, avec effectivement, à ce stade-là, une certaine déperdition. Ensuite, on va calculer un iROI de fourniture du pétrole, c'est-à-dire que le périmètre va inclure, au-delà de l'extraction, les activités de raffinage du pétrole et de ses coproduits. Ensuite, on va aller jusqu'à un ROI étendu. Ce ROI étendu pouvant inclure le transport des combustibles vers les points d'utilisation et également les questions de prise en compte de l'énergie qu'il a été nécessaire de fournir pour les infrastructures pour le transport. Et puis, on peut avoir le périmètre de l'Energy Return on Investment sociétal, où là, on doit aller au-delà des infrastructures de transport, mais considérer à quoi doit servir l'énergie qui est disponible une fois qu'elle a été transportée sur les lieux d'utilisation, qu'on a pris en compte les infrastructures nécessaires pour son transport. Que reste-t-il pour fournir des services à la société? Alors, de manière générale, de la synthèse qu'a effectuée Hall et qu'ont effectué ses co-auteurs, c'est que quand on a 100 mégajoules qui sont extraites, une fois qu'on est passé par les étapes d'extraction, de raffinage, de transport vers le lieu de destination et de prise en compte des infrastructures de transport, eh bien, il reste ici 20 mégajoules environ pour fournir des services à la société. Donc, au minimum, si on veut qu'une énergie fournisse des services à la société, eh bien, si on prend ces quelques chiffres, il faudrait un taux de retour sur investissement énergétique de 1 pour 5 pour qu'on prenne en compte rien que le raffinage, enfin l'extraction, le raffinage, le transport et les infrastructures de transport. Ça serait le minimum, le 1 pour 5. Donc il faut dépasser 1 pour 5 pour qu'il reste quelque chose à fournir à la société. Alors justement, quel niveau de Energy Return on Investment? Eh bien, ce que montre effectivement Charles Hall, qui a fait une synthèse dans un interview pour Scientific American, c'est que pour lui, à 1,1 pour 1, on peut extraire le pétrole. À 1,2 pour 1, on peut l'extraire et le raffiner. 1,3 pour 1, on peut l'extraire, le raffiner, le transporter jusqu'à une station-service. Ensuite, à 3 pour 1, on peut faire le plein d'un camion dans une station-service et le conduire. Et si on veut transporter des marchandises à bord de ce camion, en tenant compte, on va dire, de l'énergie qui a été nécessaire pour construire le camion et en l'étalant dans le temps, il faut un taux de retour sur investissement de 5 pour 1. Si on veut élever, nourrir et faire vivre le travailleur dans le secteur du pétrole, le fermier, le conducteur de camion, c'est du 7 pour 1. Si on veut faire vivre les familles de ces travailleurs, c'est du 7,1 pour 1. Et si on veut ensuite ajouter ce qui permet à nos civilisations d'exister, un système éducatif, un système de santé, on est sur des taux nécessaires de iROI de 8 à 9, voire de 10 à 11 et plus. Et c'est bien parce que nous avons eu à disposition une énergie fossile abondante, présentant justement des taux de retour sur investissement énergétique intéressants, que nous avons connu un développement économique sans précédent, on va dire, depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, pour estimer les quantités d'énergie, Charles Hall et tous les économistes qui l'ont suivi, alors tous
tous les articles qui ont été publiés sur ces questions de Energy Return on Investment, il y en a quand même une très très grande partie, je n'ai pas une vision exhaustive, mais un bon tiers, j'ai envie de dire, qui soit c'est Hall qui est seul auteur, soit auteur principal, soit co-auteur. Alors, qu'est-ce que utilisent les gens qui font des études de calcul sur les retours énergétiques sur investissement? Eh bien, ils utilisent soit des statistiques sur les consommations d'énergie des différents processus et des procédés qui sont inclus dans les périmètres étudiés. Parfois, ils vont jusqu'à inclure l'énergie qui a été nécessaire à la fabrication des équipements qui sont inclus dans les processus étudiés et tous les autres processus en amont, dans une logique qui est celle de la logique d'analyse de cycle de vie. Parfois, ils n'ont pas de données directes sur les consommations d'énergie, mais ils ont des données monétaires directes sur les coûts de l'énergie qui vont essayer de traduire en énergie avec des ajustements à faire parce qu'effectivement, le coût de l'énergie est différent d'un pays à l'autre et a été différent d'une période de l'histoire à une autre période de l'histoire. Donc, il y a énormément de retraitements à faire pour le traduire en énergie. Et parfois, on a des données monétaires indirectes, le coût des achats, le coût des services. Ces coûts d'achat et ces coûts de service vont être convertis en joules en utilisant des indicateurs d'intensité énergétique des différentes économies, quelle consommation d'énergie pour une unité monétaire de produit intérieur brut. Donc là, il y a effectivement des statistiques qui sont disponibles. Alors voilà, par exemple, une synthèse qui a été réalisée en 2014 sur le retour sur investissement de la production, retour sur investissement énergétique de la production d'électricité. Donc vous avez ici, je pointe, les études qui ont été passées en revue avec les mines et les max, et puis une valeur médiane qui a été calculée pour le charbon, le gaz, le nucléaire, l'hydroélectrique, le géothermique, le vent et le solaire. Donc on voit qu'on est quand même sur... on parlait effectivement d'un minimum de 9 à 10, voire 10 à 11 pour qu'une société puisse, à partir de l'énergie produite, se développer. On est quand même, à part l'hydroélectricité, mais je parle bien de la production d'électricité, sur des taux qui sont un peu en dessous ou un peu au-dessus de ce 1 pour 10, à l'exception de l'hydroélectricité. Et puis quand on parle effectivement du retour sur investissement énergétique de la production de combustibles fossiles, on voit qu'effectivement, à part le charbon et à part le pétrole et le gaz naturel, et ici on a les tar sands, c'est les sables bitumineux. Oil shale, ça doit être les pétroles qu'on obtient par fracturation hydraulique, l'éthanol de la biomasse, le diesel produit à partir de biomasse, mais on est sur des taux de rendement énergétique qui sont très très bas. Et si on a vu se développer ce type de production de combustible récemment, c'est bien parce que on voit décliner depuis plusieurs années les taux de rendement énergétique des énergies fossiles traditionnellement utilisées. Ce que vous avez ici, par exemple, c'est l'évolution du retour sur investissement énergétique du pétrole et du gaz naturel en moyenne mondiale de 1989 à 2010, avec effectivement différentes études qui ont permis de le mesurer et une tendance à la baisse assez nettement prononcée. On passe d'une valeur supérieure à 30 pour 1 et on s'achemine vers des valeurs de 20 pour 1, alors qu'ils sont toujours au-dessus des 10-11 pour 1, mais avec une tendance assez forte à la baisse. Et si on regarde effectivement des estimations sur le pétrole US aux États-Unis, donc on a différentes études qui donnent des résultats un peu contrastés, mais qui montrent quand même qu'il y a également une tendance générale à la baisse pour le pétrole américain depuis un pic qui a eu lieu dans les années 70 et effectivement des rendements qui sont passés en un siècle de 15 pour 1 plutôt
à 10 pour 1, donc assez proche justement du minimum nécessaire pour le bon fonctionnement d'une société humaine. Vous avez ici d'autres statistiques de 1990 à 2010 sur le pétrole dans différents pays. Donc vous avez la Norvège, pétrole et gaz naturel mélangés, une estimation du pétrole uniquement pour la Norvège, l'extraction du pétrole au Mexique et l'extraction du pétrole en Chine, dans le principal gisement chinois, où là, on passe de 10 pour 1 à 6 pour 1. Et dans tous les autres pays, on voit quand même, avec des hausses et des baisses, mais on est quand même plutôt sur des tendances baissières du rendement énergétique. Alors, il faut croiser ceci avec le fait, effectivement, qu'il y a l'énergie nécessaire pour, on va dire, acquérir l'énergie dont on a besoin pour fonctionner, mais le fait que dans la plupart des activités dans lesquelles l'énergie est utilisée, on pourrait dire, si on était comptable, au sens très classique du terme, qu'on est dans une situation de faillite énergétique. Et là, je reprends un autre exemple, un article de Hall et Kitgard, c'est toujours Hall qui est auteur principal, c'est le secteur de l'agroalimentaire aux États-Unis. Alors lui choisit effectivement de l'aborder à travers un bagel qui coûte $1 US et de dire, ben voilà, j'ai besoin pour produire ce bagel d'extraire du gaz pour faire des engrais, j'ai besoin de produire du diesel parce qu'il y a des tracteurs qui vont semer et récolter le blé. Il faut de l'électricité pour fabriquer la farine. Il faut à nouveau produire du diesel pour la livraison de la farine, là où elle va être utilisée pour fabriquer le bagel. La fabrication du bagel va elle-même coûter de l'énergie. Et son étude montre qu'en moyenne aux États-Unis, pour produire 1 calorie de nourriture vendue aux consommateurs, il faut consommer 10 calories d'énergie fossile. Donc ça vous montre à quel point nous avons effectivement des économies qui sont dépendantes des énergies fossiles et qu'on a un certain défi qui nous attend. Moi, si j'étais comptable, je dirais, bah, attendez, il me faut $10 pour fabriquer un bagel que je vends $1, je suis en faillite. Et parce que la science économique est aveugle sur les fondements biophysiques de l'activité économique, elle néglige de montrer que du point de vue du regard comptable qu'on pourrait poser sur cette situation, eh bien, nous avons des économies humaines qui sont, entre guillemets, en situation de faillite énergétique. Alors justement, je parlais du regard du comptable, du financier. Quelle analogie on peut faire avec la notion de retour sur investissement? Alors c'est vrai, effectivement, qu'il y a quelques analogies à faire sur la définition. Quand on regarde le return on investment en finance, c'est une somme de revenus moins une somme de dépenses. C'est un grand tableau dans lequel on va mettre l'investissement initial. Ensuite, on va mettre les quantités d'argent que cet investissement va rapporter sur la durée de vie de l'investissement. On peut aussi le calculer sous forme de ratio, somme de revenus sur la somme des dépenses. On peut calculer un délai de récupération, un payback. Et finalement, que l'on calcule ça sur des sommes d'argent ou sur des sommes d'énergie, on a des ratios qui sont relativement comparables dans les deux cas. Donc, le jour où un contrôleur de gestion voudrait s'intéresser à la notion de retour sur investissement énergétique, il va peut-être avoir quelques difficultés parce qu'il n'aura pas les formations, ou alors il faudra qu'il revienne à ses cours de terminale en physique, mais il faudra qu'il arrive effectivement à s'appuyer sur d'autres spécialistes pour traduire, on va dire, en énergie les activités dans son entreprise, mais il n'aura pas de difficulté avec la logique des calculs. Alors, il y a quand même une différence importante, c'est que en finance, on actualise. C'est-à-dire que on va prendre un taux d'intérêt, entre guillemets, qui représente le coût du capital, le risque économique, sauf que ce risque économique ne prend pas en compte le risque lié à la dépendance à l'énergie. C'est le point aveugle
des financiers quand ils calculent du retour sur investissement. Mais du coup, quand on actualise, on va donner moins d'importance aux sommes lointaines dans le futur qu'aux sommes qui sont proches, en vertu de la préférence du présent qu'on a pour le futur. Alors heureusement, dans le domaine de l'énergie, on ne fait pas encore effectivement des calculs d'actualisation, que les sommes d'énergie soient lointaines dans le temps ou proches dans le temps. On n'a pas encore fait ces travaux d'actualisation, et fort heureusement. Et puis sur la partie de la décision d'investissement, eh bien c'est vrai qu'aujourd'hui, en finance, on est uniquement sur le périmètre de l'entreprise, avec très très peu d'entreprises qui vont s'intéresser à une vision de leur investissement qui inclurait l'amont et l'aval. Et donc finalement, cette possibilité qu'on a encore en finance d'entreprise de faire des arbitrages et des optimisations à l'échelle de l'entreprise qui peuvent se faire au détriment de l'ensemble du système. Et donc il serait peut-être temps justement que la finance d'entreprise commence à s'intéresser un peu plus à ces questions de périmètre et de cycle de vie. Et on voit bien effectivement que dans les calculs de IROI, on a la possibilité de définir des périmètres qui sont assez larges et donc d'avoir une vision systémique et élargie. Donc par comparaison, effectivement, il y a une forme de similitude dans les calculs, mais on voit que effectivement l'économie énergétique ne donne pas moins de poids au futur qu'au passé dans ses calculs aujourd'hui, et qu'elle a un périmètre et une vision du périmètre possible du calcul qui est beaucoup plus élargie que celle de la finance d'entreprise et de la finance tout court. Et en conclusion, peut-être est-ce un peu pessimiste, mais c'est que les problèmes sont plutôt devant nous et que quand on fait des calculs de retour sur investissement énergétique des énergies nouvelles et renouvelables, ben, elles ont des taux de IROI qui ne sont pas forcément de 1 sur 10, qui ne tiennent pas compte forcément que certaines formes d'électricité issues de l'énergie renouvelable sont intermittentes et ne tiennent pas forcément compte non plus de la nécessité d'inclure des infrastructures de stockage de l'électricité qui est produite sous forme de batterie. Et on voit ici un graphique qui est intéressant ou illustratif, où on montre effectivement une forme de relation inverse entre la manière dont le prix de l'énergie augmente et la tendance générale à la baisse des salaires aux États-Unis, où on dit que ça fait 20 ans que les salaires des classes moyennes n'ont pas augmenté, qu'ajusté avec l'inflation, le pouvoir d'achat des classes moyennes aux États-Unis a plutôt diminué. Et les économistes spécialisés dans l'énergie ont tendance à relier ça à justement la baisse des rendements énergétiques depuis quelques décennies déjà. Et donc, moins d'énergie, est-ce que ça voudra dire moins de PIB? Et si c'est le cas, ça veut dire que ça nous renvoie à la question de savoir concevoir une économie sans croissance, mais qui réponde aux besoins de l'humanité. Et voilà, c'est un défi qui nous attend, c'est un défi qui attend nos étudiants. Il y a du boulot. Eh bien, écoutez, j'ai terminé ma présentation. J'espère que je suis dans les temps. Et je vous remercie beaucoup. Et puis, eh bien, je prendrai vos questions. Hein. Merci infiniment, Nicolas. On va faire une petite pause et on se retrouve à 11h25 pour les questions. Ça marche. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure.